Il pensait qu'épouser la fille la plus laide du milliardaire n'était qu'un moyen de sortir de la pauvreté. Mais à l'instant où ils sont sortis du palais de justice, tout a changé. Ce qu'il a découvert ce jour-là a bouleversé son monde. Regardez jusqu'à la fin et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus. L'air dans le garage était lourd, imprégné d'une odeur d'huile brûlée, de sueur et de poussière. Elle s'accrochait au mur, aux outils et à la peau du jeune homme penché sur le moteur d'une vieille Dodge chargée qui tout sautait. Il s'appelait Jamal Rivers, et il travaillait dans ce même garage de l'Est de Détroit depuis l'âge de 16 ans. Maintenant âgé de 24 ans, il pouvait diagnostiquer un problème de moteur rien qu'en écoutant le raté d'une voiture entrant dans le parc. Ses mains, rugueuses après des années de labeur, se déplaçaient avec une précision calme sur les entrailles de métal et de caoutchouc de la voiture, comme si elles étaient des extensions de sa volonté plutôt que des doigts attachés à un mécanicien fatigué et sous-payé. Jamal avait grandi à quelques rues de là, dans un quartier où l'on se moquait de l'ambition et où la survie était le maximum que l'on pouvait raisonnablement espérer. Sa mère, Denise, l'avait élevé seule, lui et ses deux jeunes sœurs, travaillant de nuit à l'hôpital et les week-ends à nettoyer des bureaux. Il y avait des moments où il n'y avait pas d'électricité, où le réfrigérateur ne contenait que du bicarbonate de soude et du ketchup, et où Denise rentrait à la maison trop fatiguée pour parler. Pourtant, Jamal n'avait jamais eu de problème. Il avait des rêves de quitter le quartier, de faire quelque chose avec son esprit au lieu de ses mains. Il dévorait des livres sur la programmation et l'ingénierie des systèmes pendant son temps libre et suivait des cours en ligne gratuits après le travail, malgré sa fatigue. Mais les rêves étaient une monnaie forte dans une ville comme la sienne, et Jamal était à court de crédit. C'était un mardi après-midi quand la limousine noire est arrivée dans le parc. Jamal venait de terminer sa 3e réparation de frein de la journée et se lavait la crasse des bras lorsque la silhouette élégante de la voiture s'est arrêtée devant la baie 3. Les vitres étaient teintées assez sombres pour masquer le soleil. Mais avant même que le chauffeur ne sorte, Jamal savait que ce n'était pas un client ordinaire. Il observa avec une légère curiosité le chauffeur, un homme aux larges épaules dans un costume qui ne cachait pas tout à fait le renflement d'une arme à l'étui, sortir et ouvrir le capot sans un mot. Jamal s'approcha, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Un problème de moteur ?» Le chauffeur ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un signe silencieux vers le capot et s'écarta. Jamal fronça les sourcils et regarda à l'intérieur. Le moteur était impeccable, clairement entretenu par des professionnels. Pourtant, quelque chose ne sonnait pas juste. Il se pencha plus près, écoutant. Le problème était subtil, une légère irrégularité de calage qui prendrait des heures à remarquer sur une voiture standard, mais sur une machine aussi finement réglée que celle-ci, c'était critique. Après quelques minutes d'inspection minutieuse, Jamal se redressa. Les chaînes de distribution glissent. Pas de beaucoup, mais ça va nuire aux performances. Ça pourrait même causer des dommages si on ne s'en occupe pas. Le chauffeur hocha la tête et sortit un téléphone, tapotant quelques boutons. Quelques instants plus tard, la portière arrière de la limousine s'ouvrit et un homme sortit. Il était plus âgé, blanc, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé. Ses cheveux argentés étaient lissés en arrière avec précision, et ses mouvements avaient un poids qui parlait de décennies de pouvoir. Il ne regarda pas la voiture. Il regarda directement Jamal. « Vous avez diagnostiqué ça plus vite que la plupart de mes ingénieurs, » dit l'homme, sa voix douce mais autoritaire. Jamal haussa les épaules. « C'est mon travail. »« J'aimerais vous parler, » dit l'homme, en privé. Jamal hésita. Cela semblait étrange, mais le regard de l'homme n'admettait pas de refus. Le chauffeur s'écarta, et Jamal se retrouva assis à l'arrière de la limousine, le cuir frais et parfumé sous lui. L'homme plus âgé ferma la portière, et le vacarme du monde extérieur disparut. « Je suis Peter Holt, » dit l'homme. « Vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais je vous garantis que j'ai influencé votre vie plus que vous ne le réalisez. » Jamal ne dit rien. « Je possède Holt Enterprises, immobilier, logistique, biotechnologie, entre autres choses. » Il fit une pause. « Je cherche quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un qui peut réparer des voitures ?» demanda Jamal prudemment. Peter eut un petit rire sans humour. « Quelqu'un qui sait quand se taire. Qui sait observer et exécuter. »
Quelqu'un sans attache, sans scandale, au passé irréprochable, ambitieux, mais pas encore corrompu. Le front de Jamal se plissa. Que voulez-vous exactement de moi? Peter se pencha en arrière. Je veux que vous épousiez ma fille. Pendant un instant, les mots ne firent pas sens. Jamal cligna des yeux. Quoi? Vous m'avez entendu. Épousez-la. Je paierai vos frais de scolarité dans n'importe quelle université de votre choix. Vous aurez un logement, un transport et une généreuse allocation mensuelle. Après 1 an, vous pourrez divorcer discrètement, et je garantirai toujours que votre avenir est assuré. Jamal le fixa. Pourquoi? L'expression de Peter ne changea pas. Ce n'est pas votre affaire, mais si vous avez besoin d'une réponse, elle a besoin de stabilité et j'ai besoin de discrétion. Je ne veux pas qu'elle soit exploitée par quelqu'un avec des arrière-pensées. Vous n'êtes pas de notre monde, monsieur Rivers. Vous ne vous souciez pas de ma richesse, et je respecte cela. Le premier instinct de Jamal fut de rire, puis de partir. Mais les mots, n'importe quelle université, résonnaient dans son esprit, l'image du visage fatigué de sa mère, les vêtements de seconde main de sa sœur, ses propres rêves qui prenaient la poussière. Elle n'est même pas encore au courant, ajouta Peter. Vous la rencontrerez en temps voulu. Le mariage sera privé. Pas de médias, pas de chichi. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle, demanda finalement Jamal. Peter ne sia pas, elle a des cicatrices, émotionnelles et physiques. Elle n'est pas ce que le monde appelle belle, mais c'est ma fille. Le trajet se termina et Jamal fut déposé à 2 rues du garage, hébété et silencieux. Il ne parla à personne de la rencontre. Ni à son patron, ni à sa mère. Cette nuit-là, il s'assit sur le bord de son matelas jumeau dans leur appartement exigu, fixant le plafond fissuré. Il ne dormit pas. Au cours des jours suivants, il essaya d'oublier l'offre, mais elle persistait. Chaque vidange d'huile, chaque client impoli, chaque repas manqué la rendait plus difficile à ignorer. Il fit des recherches sur Peter Holt et trouva des articles, des photos, des prix d'affaires. L'homme était réel et son empire aussi. Puis il trouva une photo, granuleuse, de faible résolution, de la fille de Holt, Margaret. Elle se tenait derrière son père, son visage partiellement caché, mais Jamal pouvait en voir assez. Sa peau était pâle et inégale, sa bouche légèrement tordue d'un côté. Elle portait une écharpe qui couvrait la majeure partie de sa tête et de son cou. Internet n'avait pas grand-chose d'autre à offrir. Pas de médias sociaux, pas d'interviews, juste quelques clichés flous et des spéculations de tabloïds la qualifiant de recluse. Jamal montra la photo à sa mère. Elle fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? De rien, mentit-il. Je l'ai juste vu en ligne. Sa mère ne le crut pas, mais elle n'insista pas. Jamal évita le garage le lendemain, prétextant une maladie. Il arpenta les rues à la place, son esprit en proie à un tourbillon de doutes et de possibilités. À la fin de la semaine, il prit une décision. La réunion suivante eut lieu dans une salle à manger privée d'un hôtel du centre-ville. Holt était assis en bout de table, des papiers devant lui. Jamal les signa d'une main qui tremblait légèrement. Contrats légaux, clause de non-divulgation, contrat de mariage, tout était aseptisé, clinique, précis. Vous la rencontrerez demain, dit Holt en rassemblant les papiers. Elle n'est pas habituée à la compagnie. Soyez patient. Jamal hocha la tête, sa voix perdue. Quand il sortit sous le soleil de l'après-midi, la ville avait l'air différente, plus lumineuse d'une certaine manière, mais aussi plus froide. Le sort en était jeté. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le matin du mariage était couvert, comme si le ciel lui-même hésitait à assister à ce qui allait se passer. Jamal se tenait devant le miroir dans un costume noir sur mesure, le plus beau vêtement qu'il ait jamais porté. Il lui allait bien, épousant ses épaules et se rétrécissant à la taille, mais il avait l'impression d'une armure empruntée, un déguisement plus qu'un vêtement. Il ajusta sa cravate avec des doigts qui ne trahissaient aucun tremblement, mais à l'intérieur, il était loin d'être calme. La chambre d'hôtel autour de lui était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Il n'y avait pas de garçon d'honneur, pas de rire, pas d'agitation de préparatifs, seulement le silence et le tic-tac d'une horloge coûteuse sur le mur.
Le trajet jusqu'au palais de justice fut bref et se déroula en silence. Le même chauffeur que la fois précédente vint le chercher dans la même limousine élégante, son expression inchangée, indéchiffrable. La voiture se déplaça en douceur à travers la ville, contournant la circulation avec une facilité déconcertante. Personne n'avait dit à Jamal à quoi s'attendre, et il n'avait pas osé demander. Quand ils arrivèrent, le bâtiment se dressait comme un mausolée, gris et banal, le genre d'endroit où les choses étaient enterrées, pas célébrées. À l'intérieur, un greffier le conduisit à travers d'étroits couloirs jusqu'à une petite chambre avec des chaises usées, un bureau et un arrangement floral terne qui avait depuis longtemps renoncé à impressionner qui que ce soit. Le juge de paix se tenait à l'avant, feuilletant déjà des papiers. Il n'y avait pas d'invité, pas de décoration, pas de musique, juste Margaret. Elle était déjà là, debout tranquillement près de la fenêtre, le dos tourné vers lui. Quand elle se retourna, le souffle de Jamal se coupa, non pas de beauté, mais de la dure réalité de qui elle était. Son visage était pâle et marqué de cicatrices qui couraient de sa mâchoire à son cou. Un côté de sa bouche était légèrement déformé, et un mince voile pendait lâchement sur ses cheveux, ne faisant que peu pour dissimuler ses traits. Ses yeux, cependant, étaient vifs, alertes, le regardant avec un mélange de curiosité et d'effroi. Elle ne parla pas, et lui non plus. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, des étrangers de toutes les manières possibles, unis par l'encre et l'obligation. Lorsqu'on leur a demandé s'ils se prenaient mutuellement en mariage, ils ont tous deux hoché la tête. Pas d'alliance, pas de vœu au-delà du minimum légal. Le juge a tamponné les papiers, a souri machinalement et leur a remis le certificat. C'était tout. Margaret le regarda un instant de plus, puis se retourna vers la fenêtre. La voiture attend, dit-elle, sa voix basse mais égale. Ils sont partis par la sortie arrière, évitant le hall principal. Alors qu'ils entraient dans le parking, une rafale de vent souleva légèrement son voile, révélant davantage de cicatrices. Jamal essaya de ne pas la fixer. Il se dit de ne pas s'en soucier. Il se dit que ce n'était qu'une transaction. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, rigide, fier, malgré tout, remua quelque chose en lui qu'il ne comprenait pas encore. La limousine tournait au ralenti près du trottoir. Le chauffeur ouvrit la portière et ils montèrent, un silence entre eux plus épais que les sièges en cuir. Alors que le véhicule s'engageait dans la circulation, Jamal expira lentement. Il sentit une étrange pression dans sa poitrine, comme si l'air se raréfiait. Puis la première balle frappa le pare-brise. Le verre s'étoila en un instant et le chauffeur freina brusquement. Jamal fut projeté en avant, se rattrapant au séparateur. Un autre coup de feu retentit, celui-ci perforant la vitre arrière. Le chauffeur cria quelque chose d'inintelligible et mit la voiture en marche arrière. Les pneus crissèrent. Un troisième coup de feu déchira la portière passager à quelques centimètres de l'épaule de Margaret. Elle ne cria pas. Elle ne se baissa même pas. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa, mais elle ne bougea pas. Jamal se jeta sur le siège et la tira vers le bas, la protégeant de son corps. Le chauffeur tourna le volant et la limousine s'engouffra dans une rue latérale. D'autres coups de feu suivirent, résonnant comme des pétards. Jamal entendit le moteur grogner, sentit la voiture trembler, puis tout devint immobile. « Sortez !» aboya le chauffeur. Il avait maintenant une arme à la main, les yeux scrutant les toits. « Nous sommes compromis. Bougez !» Jamal poussa la portière, entraînant Margaret avec lui. Ils trébuchèrent dans une ruelle étroite derrière une rangée d'entrepôts. Le chauffeur les fit monter dans un SUV qui attendait, où un autre homme en noir était assis au volant. Les portes claquèrent, les pneus crissèrent. En quelques secondes, ils étaient partis. Jamal se renversa sur son siège, l'adrénaline parcourant ses veines, le cœur battant à tout rompre. Margaret était assise à côté de lui, son voile disparu, son visage pâle mais calme. Elle ne le regardait pas. Elle fixait droit devant elle. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda finalement Jamal, sa voix rauque. Personne ne répondit. Le SUV roula pendant plus d'une heure, prenant des virages apparemment au hasard, zigzagant à travers des zones industrielles et des routes boisées jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand domaine clôturé caché au fond de la campagne. Des gardes armés les laissèrent passer. La maison qui s'élevait devant eux était massive mais froide,
tout en acier et en pierre, comme une forteresse déguisée en manoir. À l'intérieur, on les conduisit dans une suite d'invités. Les murs étaient nus, les meubles chers mais impersonnels. Un feu crépitait dans l'âtre, mais il ne faisait rien pour réchauffer l'atmosphère. Le chauffeur parla enfin. « Vous serez en sécurité ici pour l'instant. Ne quittez pas le domaine. Nous vous contacterons. » Il partit sans un autre mot. Jamal s'assit sur le bord du canapé, toujours stupéfait. Margaret se tenait de nouveau près de la fenêtre, sa posture inchangée. « Ça va ?» demanda-t-il après un moment. Elle se tourna lentement vers lui. C'était inévitable. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire, dit-elle d'un ton égal, que vous vous êtes mariés dans une guerre. » Jamal la fixa. « Une guerre contre qui ? » « Je ne sais pas exactement, dit-elle, mais je suis une cible depuis que j'ai 9 ans. » Elle se dirigea vers un meuble, l'ouvrit et sortit une bouteille d'eau. Ses mains tremblaient légèrement en dévissant le bouchon, mais son visage resta calme. « Mon père n'en parle pas. Il me déplace, engage de nouveaux gardes, construit de nouveaux murs, mais il me trouve toujours. » Jamal se pencha en avant. « Alors pourquoi a-t-il organisé ça ? Pourquoi vous faire marier ? » Elle s'assit en face de lui, ses yeux soudain lasses. « Pour faire de moi le problème de quelqu'un d'autre, je pense. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste de la résignation. Jamal ne répondit pas. Il n'avait pas de mots. Ce n'était pas pour ça qu'il avait signé. Un mariage froid, peut-être un arrangement étrange, bien sûr, mais des balles, des cibles traquées, une vie en fuite. Il la regarda de nouveau, vraiment. Les cicatrices étaient profondes mais pas fraîches. Son sourcil gauche était légèrement plus arqué que le droit. Ses mains étaient délicates, ses épaules étroites, mais sa colonne vertébrale était droite. Elle n'était pas belle selon les normes qu'il connaissait. Mais il y avait quelque chose de saisissant dans sa présence, quelque chose de féroce. « Je ne savais pas, dit-il doucement. Rien de tout ça. Votre père ne m'a rien dit. » Bien sûr que non, répondit-elle. Il ne dit jamais rien à personne. Le silence retomba. Le feu crépitait. Finalement, elle se leva. Il y a des chambres séparées. Utilisez celle que vous voulez. Je prendrai celle au bout du couloir. Elle sortit sans attendre de réponse. Jamal resta près du feu, fixant les flammes, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Ses pensées fusaient. Qui les avait attaqués ? Que voulait-il ? Et pourquoi Peter Holt pensait-il que marier sa fille à un étranger résoudrait quoi que ce soit ? Il voulait courir, appeler sa mère, se réveiller et découvrir que tout cela n'avait été qu'un rêve tordu. Mais la chaleur des impacts de balles dans la limousine et le bruit du verre brisé résonnaient encore dans ses os. Les heures passèrent. Il ne bougea pas. Quelque temps après minuit, il descendit le couloir et s'arrêta devant la dernière porte. Il ne frappa pas, il écouta simplement. À l'intérieur, le silence. Il se retourna et entra dans la pièce opposée, la chambre d'amis. Les draps étaient impeccables, le lit trop grand, l'air trop immobile. Jamal resta éveillé jusqu'à l'aube, regardant les ombres se déplacer sur le plafond, sachant que plus rien dans sa vie ne serait jamais simple. Le lendemain matin arriva tranquillement avec une pâle lumière du soleil qui filtrait à travers les hautes fenêtres et tombait sur les sols en pierre comme de fragiles rubans de chaleur. Jamal n'avait pas dormi. Son corps s'était éteint, oui, à un moment donné dans les heures avant l'aube, il avait fermé les yeux, mais son esprit était resté actif, travaillant à travers le choc, la confusion et le malaise qui maintenant s'ancraient profondément dans sa poitrine. Quand il s'assit finalement dans son lit, ses membres étaient raides, et ses pensées aussi emmêlées que la veille. Il trouva la maison étrangement silencieuse. Il n'y avait pas de garde visible, pas de bruit de l'extérieur, aucun signe du chauffeur ou de l'homme en noir qui les avait amenés ici. L'endroit ressemblait à un rêve ou à une prison. Tout y était trop parfait, trop poli, conçu pour le confort, mais dépourvu d'âme. Dans la cuisine, il découvrit un réfrigérateur entièrement approvisionné et une note sur le comptoir en marbre. Elle disait simplement « Mangez, reposez-vous, restez à l'intérieur ». Pas de signature, pas d'explication.
Il se prépara une tasse de café et se tint près de la fenêtre, regardant les hauts qui bordaient le domaine. Au-delà, il y avait des arbres, et au-delà des arbres, supposait Jamal, se trouvait le monde, le vrai monde. Mais pour l'instant, ils en étaient coupés, scellés dans cette poche aseptisée de sécurité sans comprendre qui les voulait morts, ou pourquoi. Margaret apparut juste au moment où il finissait sa deuxième tasse. Elle portait un long pull sur des leggings et des pantoufles douces, son visage nu, ses cheveux détachés, les cicatrices plus visibles maintenant à la lumière du jour. Elle ne le reconnut pas d'abord, se dirigeant plutôt vers la cafetière et se versant une tasse. « Je ne savais pas que tu buvais du café, dit-il, surpris du son de sa propre voix. « Je bois de tout, répondit-elle simplement, prenant une gorgée prudente. Ils restèrent là un moment, le silence entre eux s'étirant de nouveau, moins tendu cette fois, plus incertain. « Pouvons-nous parler ?» demanda finalement Jamal. Elle posa sa tasse et hocha la tête, se dirigeant vers la table. Il la rejoignit. « Hier soir, tu as dit que tu étais une cible depuis l'âge de 9 ans, commença-t-il. J'ai besoin que tu m'expliques ce que ça veut dire. » Margaret fixa ses mains un moment, comme si elle pesait ce qu'elle devait dire. Puis elle leva les yeux. « C'était un incendie, dit-elle, dans notre maison du Connecticut. J'avais 9 ans. Ma mère et moi étions seuls à la maison. Je ne me souviens pas de grand-chose. Juste de la fumée, de la chaleur et des cris. Elle est morte. Pas moi. » Jamal se pencha en avant, silencieux, écoutant. « J'ai été sorti par un voisin, continua-t-elle. Mon visage a été brûlé. Greffe de peau, multiples opérations. J'ai passé 1 an à l'hôpital. Mon père n'est pas venu me voir avant la 5e semaine. Et quand il l'a fait, il était différent, détaché, froid. »« L'incendie était-il un accident ?» demanda Jamal. « C'est ce qu'ils ont dit à l'époque, répondit Margaret. Défaut électrique. Mais plus tard, quand j'ai été plus âgée, j'ai surpris une conversation. Mon père criait à quelqu'un au téléphone, quelque chose sur le fait qu'ils avaient envoyé un message, et que cela ne pouvait plus se reproduire. J'ai posé des questions. Personne n'a répondu. J'ai commencé à faire des rapprochements. Quel rapprochement ? Ma mère travaillait sur quelque chose. Quelque chose de légal. Elle avait un dossier auquel personne ne pouvait toucher. Un jour, il a disparu. 1 semaine plus tard, elle est morte dans cet incendie. » Jamal expira lentement. « Tu penses que c'était un coup monté ? » ?»« Je ne pense pas. Je sais. » Il s'adossa, absorbant ses paroles. Elle le regardait maintenant, son expression gardée mais pas hostile. Elle n'essayait pas de le manipuler, réalisa-t-il. Elle lui disait la vérité, ou du moins sa vérité. « Alors pourquoi ton père ne t'a-t-il pas mieux protégé ?» demanda-t-il. Margaret sourit amèrement. Il l'a fait à sa manière. Il m'a déplacé d'un endroit à l'autre, a engagé une sécurité privée, a construit des maisons comme celle-ci où personne ne pouvait entrer ou sortir sans autorisation. Mais il ne m'a jamais ramené à la maison, ne m'a jamais laissé revenir dans sa vie. Je suis devenu un inconvénient, un fil qui dépasse. Et maintenant il veut couper ce fil. Jamal fronça les sourcils. Alors il t'a marié à moi. Elle hocha la tête. Ça lui donne un déni plausible. Si je suis mariée, je suis légalement indépendante. Mon héritage peut être redirigé. Je ne suis plus son fardeau. La prise de conscience s'installa dans la poitrine de Jamal comme du plomb. Ce n'était pas seulement qu'il avait été utilisé. C'était que tout l'arrangement avait été conçu comme une forme d'abandon. Un exil légal froid déguisé en générosité. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Pourquoi un mécanicien de Détroit ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être a-t-il vu quelque chose en toi. Quelqu'un d'assez pauvre pour être reconnaissant, assez intelligent pour ne pas poser de questions, assez propre pour passer l'examen, et assez stupide pour entrer dans une guerre. » À cela, elle sourit. Pas un sourire moqueur, mais un sourire las. « Tu n'es pas stupide, Jamal. Tu es juste seul, comme moi. » Ces paroles touchèrent une corde à laquelle il n'était pas préparé, car elles étaient vraies. Malgré sa famille,
malgré son quartier, malgré tout, il s'était toujours senti seul, isolé par son ambition, par son refus de se rendre aux circonstances de sa naissance. Il la regarda différemment maintenant, non avec pitié, non avec jugement, mais avec reconnaissance. Ils passèrent le reste de la matinée dans une trêve difficile. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais quand ils le firent, c'était moins tendu. Jamal l'interrogea sur son enfance, le peu qu'il en restait, et Margaret parla de tuteurs, de services de sécurité, de séances de thérapie sans fin, de fêtes d'anniversaire sans invités et de matins de Noël qui commençaient par des projections privées et se terminaient en silence. Il lui parla de Détroit, des fenêtres brisées et des magasins du coin, des trajets en bus pour l'école, du bruit des coups de feu la nuit et de la chaleur des bras de sa mère après un mauvais rêve. Leur vie n'aurait pas pu être plus différente. Et pourtant, le résultat était le même. 2 personnes façonnées par la négligence et l'isolement. Cet après-midi-là, Margaret lui montra une photographie. C'était un Polaroid délavé d'elle et de sa mère sur une balançoire, prise quelques semaines seulement avant l'incendie. Sa mère souriait, radieuse, avec des cheveux blonds bouclés et un visage doux. Margaret, beaucoup plus jeune, était en plein rire, son visage sans cicatrice, sa joie intacte. Elle était avocate, dit doucement Margaret. Elle croyait en la justice. C'est probablement ce qui l'a fait tuer. Jamal étudia la photo, puis la lui rendit. Y crois-tu encore ? Margaret hésita. Je ne sais pas, mais je veux y croire. Ce soir-là, ils partagèrent un repas ensemble à la longue table à manger, un silence moins lourd qu'auparavant. Jamal prépara un plat de pâtes simples avec de l'ail et de l'huile d'olive, et Margaret mit la table. C'était absurde, presque domestique, mais d'une certaine manière réconfortant. Pendant qu'il mangeait, Jamal se surprit à la regarder plus attentivement. Elle était toujours sur la défensive, toujours raide, mais il y avait des éclairs de quelque chose de plus doux sous la surface, un sens de l'humour sec, une résilience tranquille, une intelligence féroce. Tu sais, dit-il alors qu'il finissait, je suis entré dans cette histoire en pensant que je te sauverais. Et maintenant je pense que tu n'as peut-être pas besoin d'être sauvé, juste de quelqu'un qui ne s'en ira pas. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. Plus tard, alors que Jamal était allongé dans son lit, fixant à nouveau le plafond, il réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Il ne savait pas ce que demain apporterait. Mais il savait au moins ça. Il n'allait pas fuir. Pas encore. Il était là-dedans maintenant, avec elle, pour le meilleur et pour le pire. Les jours suivants se déroulèrent dans un silence lourd et patient qui pesait sur tout comme une couverture lestée. Le domaine, autrefois simplement froid et clinique, ressemblait maintenant à un piège. Jamal ne pouvait plus prétendre que c'était un havre de paix. Le silence n'était pas la paix. C'était de la surveillance. Les hautes haies, les portes closes, la présence invisible des gardes, tout cela murmurait une seule vérité, c'était une cage dorée. Margaret était devenue plus agitée depuis leur conversation. Elle ne semblait plus résignée, mais agitée, arpentant les couloirs comme un animal en cage. Elle mangeait à peine, parlait encore moins, et disparaissait souvent dans l'une des pièces dues au sans explication. Jamal remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont elle sursautait aux bruits inattendus, la façon dont ses yeux scrutaient constamment les fenêtres. Elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Le 4e soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait ambré, Jamal exprima enfin la pensée qui grandissait en lui comme une tumeur. Ils reviendront, n'est-ce pas ? Margaret ne répondit pas. Elle était assise près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, regardant la lisière des arbres avec la même expression indéchiffrable. Après un moment, elle hocha la tête. Ce n'est qu'une question de temps, dit-elle. Jamal se leva du canapé, passant une main dans ses cheveux courts. Alors pourquoi diable sommes-nous encore ici ? Pourquoi ton père n'a-t-il rien fait ? Pourquoi n'a-t-il pas renvoyé plus de sécurité ou nous a-t-il pas déplacés de nouveau ? Elle le regarda alors, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, il y avait quelque chose comme de la peur dans ses yeux. Parce qu'il veut qu'il me trouve. Les mots le frappèrent comme une gifle. Il la fixa, cherchant des signes de sarcasme, le moindre indice qu'elle ne le pensait pas. Mais son expression était plate, sérieuse, fatiguée.
Il l'a déjà fait, continua-t-elle. Il fait croire que c'est de la protection, mais c'est un piège. Il donne juste assez de sécurité pour créer l'illusion de la sécurité, mais il laisse la porte de derrière ouverte. Jamal ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Pourquoi voudrait-il ta mort? Parce que je suis gênante, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, parce que je sais des choses que je ne suis pas censée savoir. Et parce que je suis un rappel de tout ce qu'il a essayé d'enterrer. La rage qui monta dans la poitrine de Jamal était inhabituelle, en fusion. Il avait déjà fait face à l'injustice. Il l'avait vécu, respiré, mais c'était différent. C'était personnel. Il avait été entraîné dans ce monde sous de faux prétextes, transformé en pion, et maintenant il se tenait à côté de quelqu'un qui avait été préparé pour l'abattoir. « Je ne reste pas ici, dit-il. Je n'attends pas que quelqu'un nous tire dessus à nouveau. » Margaret se leva. Où irions-nous? Nous n'avons pas de papier d'identité, pas d'argent, pas d'endroit sûr. Je connais quelqu'un, dit Jamal, quelqu'un qui me doit une faveur, quelqu'un qui peut t'aider. Il n'attendit pas qu'elle discute. Il attrapa le sac de sport qu'il avait préparé plus tôt dans la journée au cas où et lui dit de faire de même. 10 minutes plus tard, ils se glissèrent dans le couloir de service et sortirent par une porte de maintenance sur le côté du domaine en utilisant une carte de sécurité volée que Margaret avait trouvée des semaines auparavant. La carte bipa une fois, déverrouilla la porte, et ils se glissèrent dans les bois derrière la propriété avant que les caméras ne puissent se réinitialiser. Ils marchèrent pendant près de 2 miles à travers les ronces et l'obscurité, guidés uniquement par le clair de lune et les éclairs occasionnels du téléphone de Jamal. Au moment où ils atteignirent l'autoroute rurale, ils étaient tous deux sales, égratignés et essoufflés. Jamal fit signe à un camionneur de passage, lui glissant quelques centaines de dollars qu'il avait cachés dans sa botte. L'homme ne posa pas de questions. Il ne le faisait jamais. Ils arrivèrent à Albany juste avant le lever du soleil. Cela faisait presque 1 an que Jamal n'avait pas parlé à Malik. Ils étaient allés au lycée ensemble, s'étaient éloignés, s'étaient brièvement retrouvés lorsque Jamal l'avait aidé à se sortir d'une situation difficile impliquant des pièces de voiture volées et un fournisseur en colère. Malik vivait maintenant dans un appartement exigu au-dessus d'un magasin de pneus qu'il co-gérait. Ce n'était pas glamour, mais c'était hors des sentiers battus. Et pour l'instant, c'était suffisant. Malik ouvrit la porte en t-shirt et en caleçon, clignant des yeux devant Jamal comme s'il était un fantôme. « Tu as l'air d'un déterré, dit-il. J'ai besoin d'un endroit juste pour quelques jours. » Malik jeta un coup d'œil à Margaret, ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur ses cicatrices. Il ne fit aucun commentaire. « D'accord, dit-il finalement, mais n'amène pas d'ennui ici. J'ai mon gamin le week-end. » L'appartement était petit, une chambre, une salle de bain, une kitchenette, mais il était chaud et les serrures fonctionnaient. Cette nuit-là, Jamal et Margaret s'assirent par terre à côté d'un vieux radiateur, enveloppé dans des couvertures, sirotant une soupe tiède. « Nous ne pouvons pas fuir éternellement, dit-elle doucement. « Je sais, répondit-il. C'est pourquoi nous ne le faisons pas. » Il avait passé les 2 derniers jours à passer des appels, à envoyer des courriels cryptés et à creuser dans le passé. Il contacta une journaliste d'investigation indépendante nommée Adrienne Webb, quelqu'un qui avait autrefois publié une enquête accablante sur les transactions offshore de Holt Enterprises. Elle avait été mise au ban pour cela, mais avait continué son travail dans la clandestinité. Il lui envoya tout ce qu'il put rassembler, des états financiers, des courriels que Margaret avait trouvés, des mémos internes qu'elle avait volés dans le bureau de son père avant le mariage. Ce n'était pas encore suffisant, mais c'était un début. Quand Adrienne rappela, sa voix était feutrée mais intense. « Vous avez quelque chose là, dit-elle. Mais si je publie ça, vous devez savoir ce que vous invitez. Cela brûlera des ponts que vous ne pourrez pas reconstruire. Alors brûlez-les, dit Jamal. » Plus tard dans la journée, pendant que Malik était sorti, Jamal trouva Margaret dans la chambre en train de se regarder dans le miroir. Elle ne portait pas le voile. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son visage entièrement visible à la lumière du soleil. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles semblaient plus douces d'une certaine manière, moins comme des blessures et plus comme des symboles de survie. « Je veux aider, dit-elle. »« Tu aides déjà, répondit-il. »«
Non, dit-elle en se tournant vers lui. Je veux dire, vraiment aider. Je veux faire quelque chose, pas seulement me cacher. Ils commencèrent à travailler ensemble, compilant tout. Margaret connaissait les acteurs, l'histoire, les mensonges. Jamal savait comment naviguer dans le monde numérique, comment trouver les fils cachés et les tirer. Ils formaient une bonne équipe, improbable, mal assortie, mais étrangement efficace. Mais la trahison les attendait, plus proche qu'aucun des deux ne l'imaginait. Elle arriva 2 nuits plus tard. Malik n'était pas rentré à la maison, ce qui était inhabituel. Il envoyait toujours des textos, même quand il était en retard. Jamal devint inquiet au fil des heures. Puis, juste après minuit, il entendit la serrure tourner. Malik entra lentement, les yeux sombres, la mâchoire serrée. « Je suis désolé, mec, dit-il. » Derrière lui, 3 hommes entrèrent, armes au poing. Les instincts de Jamal prirent le dessus. Il poussa Margaret derrière le canapé et se jeta sur l'homme le plus proche, lui faisant tomber son arme de la main. Le chaos éclata. L'appartement était petit, mais chaque recoin devint un champ de bataille. Malik cria. Margaret hurla. Des coups de feu éclatèrent. À la fin, 2 des intrus gisaient inconscients, l'un saignant d'une entaille à la tête. Le 3e s'échappa. Malik s'agenouilla sur le sol, les mains sur la tête. « Je ne savais pas qu'ils essaieraient de vous tuer, dit-il. Je pensais juste qu'ils voulaient parler, la ramener. » Jamal se tenait au-dessus de lui, le poing serré. « Tu nous as vendus. » Malik ne le nia pas, Jamal ne le frappa pas. Il en avait envie, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers Margaret, qui tremblait, les mains ensanglantées par une bouteille de vin brisée qu'elle avait utilisée dans la bagarre. « Nous partons, dit Jamal. » Malik ne les arrêta pas. Ils s'enfuirent une fois de plus, cette fois sans endroit où aller, sans personne à qui faire confiance. En sortant de la ville, Jamal arrêta la voiture et fixa l'autoroute devant lui. « J'en ai fini de fuir, dit-il. » Margaret le regarda, les yeux écarquillés, incertaine. « Alors qu'allons-nous faire ?» Il se tourna vers elle, son expression résolue. « Nous ripostons. Nous l'exposons. Tout. » Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. C'était faible, mais c'était réel. La chambre de motel sentait la fumée rance, le moisi et la résignation. Les murs avaient la couleur de la négligence, et le couvre-lit était un patchwork de brun délavé et d'orange brûlé. Jamal se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les stores jaunis le parking, scrutant tout ce qui n'était pas à sa place. Margaret était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur le sol, ses doigts agrippant l'ourlet de son pull. Ils avaient conduit la majeure partie de la nuit, alimentés par du café bon marché de station-service et l'adrénaline de la trahison, s'arrêtant finalement dans un coin oublié du New Jersey où personne ne les chercherait. Du moins pas encore. Aucun d'eux n'avait beaucoup parlé depuis leur départ d'Albany. Le silence avait été dense, mais pas hostile. C'était un silence de gens qui réfléchissaient, se recalibraient, retrouvaient leur équilibre. Ils avaient fui le danger, mais maintenant ils s'apprêtaient à y faire face. Et ce changement avait son propre poids. Jamal se détourna de la fenêtre et s'assit dans la chaise grinçante près de la table, son ordinateur portable ouvert et ronronnant. Le Wi-Fi du motel était inégal, mais c'était suffisant. Il avait passé la dernière heure à recontacter Adrienne, à coordonner des téléchargements cryptés, à sécuriser une chaîne de preuves. Les données qu'ils avaient, courriels, contrats, mémos internes, étaient accablantes, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin de contexte, de narration, de preuves d'intention, et ils en avaient besoin rapidement. Margaret leva enfin les yeux. « Il y a quelqu'un d'autre, dit-elle. » Jamal haussa un sourcil. « Quelqu'un qui peut t'aider. » Elle hocha la tête. Son nom est Lena Radcliffe. Elle travaillait pour le service juridique de mon père. C'était l'une des personnes en qui ma mère avait confiance. Jamal ferma lentement l'ordinateur portable. « Sais-tu où elle est ? » Elle a déménagé à DC il y a quelques années.
Après avoir quitté l'entreprise, elle a complètement disparu des radars, mais j'ai son ancien numéro personnel. Il pourrait encore fonctionner. Appelle-la. Margaret récupéra son téléphone sur la table de chevet et composa le numéro. Elle le porta à son oreille, le visage tendu. Après 3 sonneries, une voix de femme répondit, méfiante, sceptique, mais familière. « Bonjour, Lena. C'est Margaret Holt. » Une pause, puis une inspiration brusque. « Mon Dieu !» Margaret expliqua rapidement, avec urgence, sa voix ne tremblant qu'une seule fois. Quand elle raccrocha, elle se tourna vers Jamal. Elle a dit de venir demain. Elle nous retrouvera dans un café près de Dupont-Circle. Elle n'en dirait pas plus. Jamal hocha la tête. C'était quelque chose, un fil. Et pour l'instant, ils avaient besoin de tous les fils qu'ils pouvaient trouver. Ils dormirent à tour de rôle cette nuit-là. Jamal gardait la main près du tiroir de la table de chevet de la chambre de motel, où il avait caché une clé à molette de la voiture au cas où. Margaret dormait recroquevillée contre le mur, sa respiration légère et peu profonde. Quand le matin arriva, ils partirent avant le lever du soleil et reprirent la route. Le trajet jusqu'à DC fut long et silencieux. Ils gardèrent la radio éteinte. Ils ne s'arrêtèrent que pour l'essence et le café, gardant la tête baissée et la voix basse. C'était une étrange sorte de paix entre eux. Ni romantique, ni distante, mais intime dans leur concentration partagée. Ils étaient maintenant des alliés, des partenaires dans quelque chose de plus grand que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait en prononçant leurs vœux silencieux et contractuels. Lena Radcliffe les a rencontrés dans un café miteux coincé entre une imprimerie et un pressing. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et un trench-coat gris, et sa posture était celle d'une vie passée à guetter les menaces. Elle serra Margaret dans ses bras maladroitement, puis se tourna vers Jamal avec une poignée de main ferme. « Vous êtes le mari, dit-elle. »« Pour le meilleur ou pour le pire, répondit Jamal. Ils s'assirent au fond, loin des fenêtres. Lena parlait à voix basse, chaque phrase concise et déterminée. Elle avait travaillé pour Holt pendant 8 ans. Elle avait vu des choses, signé des choses, couvert des choses qu'elle regrettait maintenant. Après la mort de la mère de Margaret, elle avait commencé à poser des questions et s'était retrouvée exclue des réunions clés, privée de responsabilités, discrètement mise à l'écart. Elle est partie avant qu'il ne puisse la renvoyer, mais pas avant d'avoir copié certains fichiers. Des comptes offshore, des filiales fantômes, des pots de vin à des entrepreneurs. La plupart de ces informations étaient si bien enfouies que même moi, je ne comprenais pas l'ensemble du tableau, dit Lena. Mais la mère de Margaret, elle était sur le point de révéler quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été tuée. Avez-vous toujours les fichiers ? Demanda Jamal. Lena hésita. Oui, mais si je vous les remets, je redeviens une cible. Nous sommes déjà des cibles, dit Margaret. Bienvenue au club. Lena les considéra un long moment. Puis elle plongea la main dans son sac et en sortit une clé USB. Utilisez-la à bon escient, dit-elle. De retour au motel, Jamal brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Ce qu'il y trouva lui retourna l'estomac. Des virements bancaires vers des sociétés écrans aux Caïmans. Une correspondance entre Holt et des responsables étrangers, des courriels internes discutant de la cession d'actifs et du confinement de la responsabilité. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était quelque chose de plus proche du crime organisé habillé en costume d'entreprise. Nous rendons tout public, dit-il. Tout. Margaret était d'accord. Ils contactèrent à nouveau Adrienne, cette fois avec tout. Elle promit un article complet dans l'un des rares médias d'investigation indépendants restants du pays. Mais avant que l'article ne puisse être publié, ils avaient besoin de soutien. Ils avaient besoin de gens, de témoins, d'aide. Jamal se lança sur les réseaux sociaux, créant des comptes anonymes, partageant des fragments de preuves faisant allusion à une conspiration plus vaste. Il publia des captures d'écran de documents expurgés, des extraits audio, des références à des transactions offshore. Il utilisa des hashtags, identifia des journalistes militants, et créa même un subreddit dédié aux confessions de crimes d'entreprise. Ça a marché.
En quelques jours, les murmures se sont transformés en un faible grondement. Les gens ont commencé à poser des questions. Les salles de rédaction ont commencé à creuser. Des utilisateurs anonymes ont divulgué leurs propres histoires. Des employés qui avaient été réduits au silence, licenciés, menacés. Une image a commencé à se former. Holt Enterprises n'était pas seulement corrompue. Elle était dangereuse. Mais ils avaient besoin de plus que du bruit. Ils avaient besoin d'une étincelle. Jamal pensa aux cicatrices de Margaret, à son silence, à la petite fille du Polaroid se balançant à côté de sa mère. Il a eu une idée. Il a pris Margaret à part. On fait une vidéo, a-t-il dit, pas anonyme. Tu parles, tu racontes ton histoire, on met un visage dessus. Ils ne pourront plus t'ignorer. Margaret le fixa. Mon visage est la raison pour laquelle ils détournent le regard. Non, dit-il, c'est la raison pour laquelle ils écouteront. Il a fallu des heures pour la convaincre. Puis un autre jour pour filmer. Ils ont loué une caméra dans un magasin local, ont utilisé un kit d'éclairage bon marché et ont transformé la chambre de motel en un studio de fortune. Jamal s'est assis derrière la caméra. Margaret s'est assise devant. Elle a raconté l'histoire du début à la fin. L'incendie, les cicatrices, la solitude, la vérité. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas scié. Elle a parlé avec une clarté calme et dévastatrice. Quand ils ont téléchargé la vidéo, elle est devenue virale en 6 heures. Le lendemain matin, Margaret Holt était en tendance sur toutes les plateformes. Des journalistes ont appelé, des défenseurs ont appelé, de vieux amis et de vieux ennemis ont émergé du bois numérique. Certains ont défendu Peter Holt, d'autres l'ont dénoncé. Des manifestations se sont formées devant le siège de Holt Enterprises à Manhattan. Les cours des actions ont vacillé, mais avec l'attention est venu le danger. Le réceptionniste du motel les a reconnus. Quelqu'un a appelé pour donner un tuyau. Cette nuit-là, 2 hommes en costume noir se sont approchés de leur porte. Jamal les a vus à travers le judas. Il a attrapé la main de Margaret et a couru. Ils se sont enfuis dans la nuit une fois de plus, se faufilant dans les ruelles, se cachant dans les cages d'escalier, sautant à l'arrière d'une camionnette de livraison quand aucune autre option ne s'est présentée. C'était un flou de bruit, de mouvements et de terreur à bout de souffle, mais ils se sont échappés. Ils ont passé la nuit dans une gare abandonnée, blottis l'un contre l'autre sous la veste de Jamal, écoutant les sirènes lointaines. On l'a fait, murmura-t-il. On a fait en sorte que les gens écoutent. Margaret ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et ferma les yeux. À l'aube, ils se levèrent et retournèrent dans le monde, côte à côte, n'ayant plus peur. Ils avaient exposé les ténèbres. Maintenant, ils allaient affronter la tempête. Le premier signe que le vent tournait n'est pas venu d'un appel téléphonique, d'un courriel ou d'un titre de dernière heure, mais du silence qui s'est abattu sur la ville. C'était le silence qui suit une explosion, non pas de son, mais de vérité. La vidéo de Margaret avait accompli ce qu'aucune affaire judiciaire ou communiqué de presse n'aurait pu faire. Elle avait percé la conscience collective. Pas de voix off, pas de montage léché, pas de maquillage ni de répliques répétées. Juste une jeune femme aux cicatrices visibles et à la voix calme racontant une enfance engloutie par les flammes et une vie d'adulte piégée derrière la fortune de son père. Les jours qui ont suivi ont été sans précédent pour l'un comme pour l'autre. Les appels affluaient de journalistes, d'organisations à but non lucratif et de groupes de pression politique. Certains étaient sincères dans leur soutien. D'autres flairaient une occasion de surfer sur un moment viral. Les plateformes en ligne ont explosé de spéculations et de commentaires. Les théoriciens du complot ont inventé des histoires folles d'assassins d'entreprises et de cabales clandestines. De vraies victimes de Holt Enterprises ont commencé à se manifester, d'anciens employés, des lanceurs d'alerte, même un ancien agent de sécurité qui avait travaillé sur le détail de Margaret et en savait trop sur la pourriture venant du sommet. Jamal et Margaret, passant maintenant d'une planque à l'autre, orchestraient tout depuis derrière des couches de serveurs proxy et de téléphones prépayés. Adrienne Webb était désormais leur ancre dans la tempête. Elle avait pris les dossiers que Lena leur avait donnés et avait passé des jours à vérifier leur authenticité. Son article,
qui devait être publié sur une plateforme indépendante respectée, serait le coup de grâce. La seule chose qui restait était la confrontation elle-même, publique, non filtrée et implacable. Ce moment arriva plus tôt que prévu. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires avait été convoquée par Holt Enterprises pour se tenir à Manhattan, au siège social vitré de l'entreprise. Le conseil d'administration, secoué par les retombées boursières et la frénésie médiatique, exigeait une déclaration publique de Peter Holt lui-même. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui dirigeait son empire depuis des bureaux obscurs et des réunions à huis clos serait contraint de répondre non pas devant les tribunaux, mais devant le tribunal de l'opinion publique. Margaret insista pour être là. Il ne suffisait pas de l'exposer de loin. Elle avait besoin de le voir, de regarder son père dans les yeux et de dire au monde ce qu'il avait fait. Non seulement à elle, mais à tous ceux qui l'avaient écrasé sous le poids de son ambition. Ils se rendirent à New York sous de faux noms, cachés par de larges lunettes de soleil, des manteaux à capuche et l'anonymat des foules. La ville était déjà en effervescence. La police avait bouclé l'entrée de la tour Holt. Des camionnettes de presse bordaient les rues. Des manifestants se rassemblaient avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Margaret, Holt responsable » et « Les entreprises ne sont pas au-dessus de la loi ». À l'intérieur du bâtiment, la tension s'enroulait autour de chaque couloir comme un nœud coulant. Ils sont entrés par un couloir de service utilisé par les équipes de maintenance, guidés par un ancien employé sympathique qui avait vu la vidéo et les avait contactés par l'intermédiaire d'Adrienne. La sécurité était stricte, mais Margaret avait mémorisé le plan du bâtiment depuis son enfance. Elle avait autrefois pris ses ascenseurs en serrant la main de son père, les yeux écarquillés et désireuse d'être aimée. Maintenant, elle revenait avec une résolution gravée sur chaque ligne de son visage. La réunion était déjà en cours lorsqu'ils arrivèrent dans la grande salle de conférence. Des rangées d'actionnaires, de journalistes et de cadres remplissaient les gradins autour d'une scène circulaire où se tenait Peter Holt, flanqué d'avocats et de conseillers en relations publiques agités. Les caméras tournaient, les diffusions en direct étaient suivies par des dizaines de milliers de spectateurs. Ce n'était pas un règlement de compte privé. C'était un procès public. Peter se tenait au pupitre, parlant sur son ton caractéristique, contrôlé, mesuré, condescendant. Il dénonçait la campagne malveillante menée contre lui. Il parlait de questions familiales transformées en fiction, de documents falsifiés et d'attaques anonymes. Il se présentait comme un homme assiégé, une victime de la cancel culture et de l'envie des entreprises. Et puis Margaret s'avança. La salle se tut alors qu'elle émergeait de l'allée latérale, escortée par Jamal, ses pas lents mais assurés. Des halètements parcoururent la foule. Les caméras se tournèrent. Les téléphones se levèrent comme des tournesols suivant la lumière. Peter Holt s'arrêta au milieu d'une phrase, ses yeux fixés sur elle, et pour la première fois, il vacilla. Elle monta sur scène. Jamal resta au bas des escaliers, la laissant monter seule. C'était son moment. « Je ne suis pas anonyme, dit-elle dans le microphone, sa voix stable. Et je ne suis pas une campagne. » Peter fit un demi-pas en avant. « Margaret, ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Si, ça l'est, l'interrompit-elle. Il est grand temps. » La foule murmura, certains se penchant en avant, d'autres retenant leur souffle. « J'avais 9 ans quand quelqu'un a essayé de me tuer. Ma mère est morte. J'ai survécu. Et à partir de ce jour, ma vie est devenue un secret, un fardeau, un passif. Mon père ne m'a pas protégée. Il m'a enterrée. Il m'a déplacée de planque en planque, loin des caméras, des gens, de la vérité. » Le visage de Peter se crispa. « Tu ne comprends pas. »« Je comprends tout, dit-elle sèchement. Je comprends que ma mère se préparait à dénoncer des crimes financiers dans lesquels vous étiez impliqués. Je comprends que sa mort n'était pas un accident. Je comprends que l'incendie était destiné à la faire taire. Et je comprends que lorsque j'ai survécu, vous avez trouvé un autre moyen de me faire disparaître. » Elle se tourna vers la foule. « Maintenant, vous savez tout ce qu'il est. Vous avez vu les documents, les sociétés écrans, les paiements occultes, l'argent du silence. Vous avez lu les témoignages, et maintenant vous voyez la personne derrière les chiffres. Je ne suis pas une ligne sur une feuille de calcul.
Je ne suis pas une source d'embarras. Je suis votre fille. Le silence était absolu. Puis Peter parla, sa voix basse et contrôlée. Tu ne connais pas toute l'histoire, Margaret. Tu penses que ce monde est bâti sur la vérité et la justice, mais il est bâti sur le pouvoir. J'ai fait ce que je devais faire pour y survivre. Et ta mère aussi. Si elle ne s'était pas mêlée d'eux. Il s'arrêta, réalisant trop tard ce qu'il avait révélé. Margaret le regarda, les yeux flamboyants. Elle ne s'est pas mêlée de quoi que ce soit. Elle a essayé de protéger les gens, et tu l'as laissé mourir. Il ne dit rien. Pour la première fois de sa longue et impitoyable carrière, Peter Holt n'avait aucun script à suivre. Adrienne Webb publia l'article dans l'heure qui suivit. Chaque document, chaque enregistrement, chaque témoignage corroboré fut mis en ligne. L'histoire fut reprise par les principaux médias en quelques minutes. Les cours des actions chutèrent. Des enquêtes furent lancées. Des agents fédéraux se rendirent à la tour Holt avant la tombée de la nuit. Peter Holt fut escorté hors du bâtiment ce soir-là, non pas par son service de sécurité, mais par des marshals fédéraux. Les caméras capturèrent chaque pas, chaque éclair de son expression, stupéfaction, indignation, peur. L'homme qui avait bâti un empire sur le silence et les ombres avait finalement été traîné à la lumière. De retour à leur hôtel, Jamal et Margaret regardaient les images en silence. La voix du présentateur du journal était calme mais urgente, décrivant les accusations de fraude, d'obstruction, de complot. Le bandeau en bas de l'écran se mettait à jour à la seconde, Peter Holt placé en garde à vue fédérale. Margaret se pencha contre l'épaule de Jamal, sa main trouvant la sienne. « C'est fini, dit-elle. »« Pas encore, répondit-il. »« Mais le plus dur l'est. » Elle sourit, lasse mais fière. Plus tard dans la nuit, Jamal sortit sur le balcon, regardant la ville qui lui avait autrefois semblé si lointaine, si inaccessible. Maintenant, elle était différente. Moins comme un champ de bataille, plus comme un commencement. Il pensa à tout ce qu'ils avaient perdu, la peur, les mensonges, les trahisons, mais aussi à ce qu'ils avaient trouvé. L'un l'autre, un but commun, un feu qui ne les avait pas consumés, mais qui avait forgé quelque chose de nouveau. Quand Margaret le rejoignit dehors, il se tourna vers elle et dit les mots qu'il voulait dire depuis des jours, peut-être des semaines, « Je suis fier de toi ». Elle ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête contre sa poitrine et murmura, « Rentrons à la maison ». Il ne savait pas encore où serait cette maison. Mais il savait ce qu'elle ne serait pas. Elle ne serait pas construite sur la peur. Elle ne serait pas payée en silence, et elle n'appartiendrait à personne d'autre qu'à eux. Pour la première fois, ils étaient libres de choisir la suite. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Peter Holt, le monde n'a pas cessé de tourner. La circulation continuait de bloquer les ponts et les avenues de Manhattan. Les échéances continuaient de peser dans les bureaux bondés. Et les gens continuaient de se blottir sur leur téléphone dans le métro, parcourant les titres comme s'ils vérifiaient la météo. Mais pour Jamal et Margaret, le monde avait basculé sur son axe. Tout ce qu'ils connaissaient s'était fissuré et réassemblé en quelque chose d'inconnu. Plus lumineux par endroits, encore sombre dans d'autres, mais indéniablement nouveau. Le procès était prévu pour le début du printemps. Les procureurs ont agi rapidement, forts de la montagne de preuves fournies par Adrienne et d'autres lanceurs d'alerte. La presse a maintenu l'histoire en vie avec des reportages hebdomadaires et des émissions aux heures de grande écoute. Les commentateurs ont spéculé sans fin sur la chute d'un titan de l'industrie, sur ce que le témoignage de Margaret pourrait signifier, sur la survie de Holt Enterprises au scandale. Les actions ont rebondi par petites poussées, mais le mal était fait. Le conseil d'administration de la société a démis Peter Holt de ses fonctions de PDG, a remanié son image publique et s'est engagé à un retour à la transparence avec une série de déclarations brillantes qui sonnaient creux pour quiconque avait suivi l'histoire depuis le début. Margaret, cependant, n'était pas intéressée à regarder l'héritage de son père s'effondrer. Elle n'avait aucune envie de vengeance, aucun intérêt pour les tours de piste victorieux. Ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin, c'était de guérir. Ils ont quitté la ville tranquillement, sans cérémonie, en direction du nord, vers la vallée de l'Hudson. Une petite organisation à but non lucratif qui travaillait avec des enfants se remettant d'un traumatisme l'avait contacté.
Ils lui ont offert un rôle modeste, rien de symbolique ou de public, juste un travail calme et régulier pour soutenir les autres. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Jamal s'est également vu offrir un poste par un incubateur technologique à Poughkeepsie. La fondatrice, une femme qui avait grandi dans le système de placement familial, a déclaré qu'elle avait été touchée par son courage et voulait qu'il aide à lancer un programme de sensibilisation pour les jeunes sous-représentés ayant un potentiel technique mais un accès limité. Ils ont trouvé un endroit où vivre dans une ville endormie nichée au milieu des arbres, non loin de la rivière. La maison était petite, plus vieille qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur, avec des planchers qui craquaient et des fenêtres qui gémissaient dans le vent, mais elle était à eux. L'acte de propriété était accompagné d'une lettre, non signée, non adressée, mais indubitablement de Peter Holt. La lettre était courte, écrite d'une écriture serrée et familière. Ce n'est pas une excuse. Je ne sais pas comment en écrire une, mais je sais comment construire des choses. Et je sais quand quelque chose mérite d'être reconstruit. Vous avez mon nom. Vous avez mon fardeau. Maintenant, vous avez autre chose. Faites-en ce que vous voulez. Jamal avait envisagé de brûler la lettre. Margaret, après l'avoir lue, l'avait simplement repliée dans l'enveloppe et l'avait placée dans un tiroir. Elle n'en parla plus. Leurs journées prirent un rythme tranquille. Café du matin sur le porche, trajet séparé en ville, dîner cuisiné ensemble avec la radio jouant doucement en arrière-plan. Le week-end, ils faisaient du bénévolat dans les refuges locaux, aidaient à réparer le terrain de jeu du centre de traumatologie, s'asseyaient en cercle avec des enfants qui avaient leurs propres cicatrices, visibles ou non. Margaret se remit à peindre, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Au début, c'était hésitant, presque timide. Puis les couleurs devinrent plus audacieuses. Ces toiles commencèrent à remplir les murs de leur maison, comme si elles revendiquaient chaque pièce comme une partie d'elle-même. Jamal s'épanouit dans son nouveau rôle, encadrant des adolescents qui lui rappelaient son jeune moi. Vif, agité, sceptique. Il leur enseignait plus que le code et la logique. Il leur apprenait à parier sur eux-mêmes, à résister à la douce prison des faibles attentes. Quand il leur parlait de ce qu'il avait traversé, il le faisait sans fioriture, sans héroïsme. Il disait simplement la vérité, et la vérité, il s'est avéré, était assez puissante. L'histoire aurait pu se terminer là. Elle aurait pu s'estomper dans le confort de l'obscurité, une note de bas de page heureuse à une chute dramatique. Mais le destin, ou peut-être une affaire inachevée, avait une autre carte à jouer. Un matin humide d'avril, Margaret reçut un appel d'une femme nommée Karen Blake, la directrice exécutive de la fondation même que son père avait autrefois utilisée comme véhicule de fraude, une façade caritative maintenant discréditée qui avait été saisie par les tribunaux et placée sous séquestre. Karen avait été nommée par l'État pour superviser sa dissolution, mais elle avait une vision différente. « Je veux la reconstruire », dit-elle au téléphone. Pour de vrai cette fois, pas comme un projet de vanité, mais comme quelque chose de significatif. Et je veux que vous et Jamal la dirigiez. Margaret était sans voix. Karen continua, vous avez le droit de dire non. Vous en avez assez fait. Mais si vous dites oui, elle devient entièrement vôtre. Pas de ficelle de conseil d'administration, pas d'actionnaire, juste vous et la mission. Il leur a fallu 3 jours pour décider. À la fin de la semaine, Margaret était nommée directrice exécutive de la Fondation Holt pour la guérison et l'opportunité, nouvellement reconstituée. Jamal accepta le rôle de directeur du développement de la jeunesse. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des programmes axés sur le soutien à long terme aux enfants touchés par la maltraitance, le déplacement et la négligence. Ils l'ont construite lentement, à partir de zéro, non pas avec fanfare, mais avec un soin délibéré. Ils n'ont pas pris de salaire pendant les 6 premiers mois. Le travail les consumait, mais il les centrait aussi. Ils voyageaient ensemble dans des écoles et des foyers d'accueil, rencontraient des travailleurs sociaux, collaboraient avec des éducateurs. Margaret parlait moins de son passé maintenant, non pas parce qu'elle le cachait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de s'expliquer à qui que ce soit. Sa présence était sa propre réponse. Elle était la preuve vivante de ce à quoi la résilience pouvait ressembler, non pas triomphante, non pas sans cicatrice, mais stable, forte et honnête. Jamal, à son tour, se retrouva transformé non pas par la plateforme, mais par les gens.
Le jeune garçon qui le fixait de l'autre côté de la table avec un mélange d'admiration et de suspicion. L'adolescente qui lui demandait sans embâche pourquoi elle devrait lui faire confiance. Le jeune de 16 ans avec les mêmes yeux hantés que lui qui, après un mois, sourit enfin pour la première fois. Dans leur maison, ils ne gardaient aucune photo de Peter Holt, aucun souvenir de ce monde, mais dans leur chambre, à côté de la table de chevet, était suspendue une peinture. Elle montrait une seule balançoire suspendue à un arbre, se balançant doucement au-dessus d'une parcelle d'herbe ensoleillée. Margaret l'avait peinte un après-midi en silence, et quand elle eut fini, elle la tendit à Jamal sans un mot. Il comprit instantanément. C'était la balançoire du Polaroid, le dernier moment avant que tout ne change. Un an jour pour jour après que Margaret soit entrée dans cette assemblée générale, ils ont organisé une cérémonie d'inauguration pour le premier centre de jeunesse permanent de la Fondation, un entrepôt rénové dans le Bronx. Des familles se sont rassemblées, des enfants ont ri, les chaînes d'information ont envoyé des caméras, mais pas beaucoup. Le monde était passé à d'autres histoires. Margaret et Jamal se tenaient côte à côte pendant que le maire parlait, que les donateurs les remerciaient, que les enfants leur tiraient la manche pour leur montrer les peintures murales qu'ils avaient peintes sur les murs. Quand la cérémonie s'est terminée, ils sont sortis, loin des applaudissements, dans l'air doux et humide. « Je n'aurais jamais pensé que nous reviendrions ici, dit Margaret. Jamal glissa sa main dans la sienne. Nous ne sommes pas revenus. Nous sommes allés de l'avant. Ils descendirent la rue, passèrent devant l'ancienne épicerie qui avait maintenant une nouvelle enseigne, passèrent devant l'école où Jamal avait autrefois réparé des ordinateurs gratuitement parce que le budget était trop serré pour engager de l'aide. Les gens les reconnaissaient. Certains faisaient un signe de la main, d'autres hochaient simplement la tête, mais personne ne détournait le regard. Le monde ne serait jamais parfait. Les systèmes échoueraient encore. Les gens trahiraient encore. Le pouvoir corromprait encore. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils avaient un bâtiment plein d'enfants qui savaient que quelqu'un se battait pour eux. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient une fondation non seulement de béton et d'acier, mais de vérité, d'intention, de choix. Et pour Jamal et Margaret, c'était suffisant. Plus que suffisant. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Et si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Merci d'avoir regardé.你好，早安。诶，这样子贴纸，这怎么这么大字？每个人都没有错呀。对啊。啊，今天已经到过。
你才刚躺床而已。我去吃早餐，可以制作打野的。心跳，对吼，等一下，把那个功能打开，那就有了。好，早安，こんにちは，早安。诶，我记得那边有新开的一家早餐店。走回去，走回去，走回去。等下去吃。中午要去那个什么，那个叫什么野餐哦。早安。真的各位早安。中午要去吃。奇怪，那只没有接，那猫一动也不动。
到。新店小乖乖早安，玉米浓汤早安，薯条玉米浓汤早安。